Bonjour à tous. Bonjour à tous en ce samedi 6 juillet. Il est à Paris 10 heures du matin, passé de quelques minutes. Je vous avais donné rendez-vous pour ce live. Je vais donc attendre que certains d'entre vous puissent se connecter. Et je vais pendant ce temps préparer la liste des questions qui m'ont été adressées. Alors, je vois que des personnes se connectent. On va encore attendre un petit peu. Donc, ce samedi 6 juillet, en direct de Paris. Je suis rentrée dimanche dernier de Moscou. Et j'ai donc passé la semaine à Paris. Cette semaine à Paris était consacrée au débat en hémicycle sur la loi contre la haine sur Internet. C'était un projet de loi très important et je tenais à être présente et j'ai été présente toute la semaine au débat. Et c'est extrêmement important. Une loi, je vais vous en donner les grandes lignes. La première idée, c'est que sur n'importe quelle plateforme Internet, devra désormais apparaître une sorte de bouton pour signaler instantanément tout propos haineux. Aujourd'hui, si vous voyez un propos que vous trouvez déplacé, qui ne répond pas aux règles de correction et de civilité, si vous souhaitez le signaler, ce propos, vous avez peut-être remarqué que c'est assez compliqué. Il faut fouiller dans la plateforme, évidemment on n'a pas le temps, on a autre chose à faire à ce moment-là, et c'est assez compliqué de le mettre en œuvre. Donc là, la loi, c'était l'article 1, on met un bouton en évidence pour qu'il soit facile. Non, ce n'était pas l'article 1, c'était un article un petit peu plus loin, qui permettent de signaler très facilement. L'article 1, c'était l'obligation pour les plateformes de retirer un propos haineux en moins de 24 heures. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, l'événement de Christchurch, l'assassinat, la tuerie de Christchurch, le tueur avait filmé en direct ses actes et les images sont restées en ligne à peu près une vingtaine de minutes. Donc la plateforme a été avertie et a pu enlever en 20 minutes. Donc les débats qui ont eu lieu en disant oui 24 heures, les plateformes ont essayé de se défendre en disant on ne peut pas, c'est trop compliqué, etc. La différence entre un événement comme Christchurch et le tous les jours, Christchurch est un événement. Donc la plateforme a besoin de s'occuper de 7 événements et en 20 minutes, elle peut mettre les outils en œuvre pour enlever les images. S'il s'agit de tous les jours, des propos haineux sur tous les jours, c'est des dizaines de millions de propos haineux tous les jours. Donc ça nécessite pour les plateformes de développer des outils, des moyens qui lui permettent de répondre pour tous ces propos en moins de 24 heures. Donc c'est une question de volume, mais nous avons tenu bon et le délai est resté à moins de 24 heures. Une autre chose qui a été mise en place, c'est un parquet, donc une institution juridique spécialisée pour traiter de ces propos. Donc Madame Belloubet, garde des Sceaux, a accepté de créer ce parquet pour lutter contre la haine en ligne. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'un observatoire va être mis en place, un observatoire pour observer justement ces propos haineux, voir un petit peu quelle est la nature des propos haineux, comment ils s'expriment, avec quel vocabulaire, avec quelle sémantique, vers qui ça s'adresse, sur quelle plateforme ça se situe. Par exemple, là, il y a eu beaucoup de débats autour du fait que, bon, on connaît les grandes plateformes qui sont très utilisées, celles que j'utilise aujourd'hui, et il y en a bien d'autres, mais il y a aussi parfois des petits groupes plus restreints, des plus petites plateformes. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur ces petites plateformes? Comment on peut observer ce qui s'y passe? Parce que là, c'est terrible, on peut se retrouver dans un petit univers beaucoup plus petit, beaucoup plus restreint, peut-être beaucoup plus difficile d'accès, beaucoup moins visible, et beaucoup plus, bien plus terrible. C'est un peu comme une cour d'école. La cour d'école, c'est un petit univers et au sein duquel peuvent se passer des choses compliquées. Vous avez peut-être vu il y a quelques jours, c'est la semaine dernière, une petite fille de 11 ans, qui s'est suicidée suite à du harcèlement. Comment peut-on à 11 ans en arriver à décider de se tuer? Donc c'est bien dans la cour de récréation que ça se passait, dans un cercle très fermé. Donc là aussi, débat pour savoir comment on peut observer ce qui se passe sur des environnements de beaucoup plus petite taille, comment on peut y avoir accès. Donc voilà. Une autre chose qui n'a pas été retenue, c'était de lever l'anonymat en ligne. Beaucoup disent qu'il faut interdire l'anonymat. En fait, si vous voulez interdire l'anonymat, ça veut dire qu'il faut que chacun puisse prouver son identité. Et on sait très bien que moi, à la place de Anne Jeuneté, je peux très bien mettre Jolie Fleur, bon, très bien. Mais ça, tout le monde va dire c'est un pseudo. Mais en revanche, si je mets Maryse Martin, c'est un pseudo aussi.
Donc l'anonymat, comment le lever, c'est compliqué. On ne peut le lever que si, et là ça pose des problèmes d'accès de droit, problème d'atteinte à la liberté, pardon, si on avait une identité numérique qu'on puisse prouver et qui puisse être protégée, c'est-à-dire que seul il y aurait accès à la plateforme, qu'elle ne la distribuerait pas, qu'elle ne s'en servirait pas. Voilà. Donc vous voyez qu'on rentrait dans des zones un peu compliquées. Donc lever l'anonymat, ça n'était pas possible sur Internet. C'est vraiment le propos qu'on veut combattre et l'attitude des plateformes face à ces propos. Voilà. Donc je vois qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints. Je voulais vous parler de ces débats qui ont eu lieu cette semaine, qui étaient extrêmement importants. On verra ce que ça va donner. Il y aura donc des observations, voir si ça facilite la condamnation et la suppression de ces propos. Vous voyez que l'idée ici derrière ce texte, c'est pas tellement de donner une amende, c'est pas ça le propos. L'objet, c'est vraiment de stopper la diffusion sur les réseaux sociaux de ce type de propos. C'est revenir à un peu plus de civilité. C'est vrai que parfois, on a discuté de certains mots. Est-ce que ça, c'est une insulte? Est-ce que ça n'en est pas une? Il a été beaucoup question d'antisémitisme aussi cette semaine à l'Assemblée. Qu'est-ce qui relève de l'antisémitisme? Est-ce qu'il faut faire une liste de mots qui relèvent de qui désignent l'antisémitisme ou pas? Est-ce que l'antisémitisme a pris de nouvelles formes aujourd'hui ou pas dans son expression écrite? Mais tout ça sont des débats compliqués. C'est pour ça que l'Observatoire est extrêmement important pour voir s'il faudra ajuster le tir ou pas. L'objectif, c'est on arrête de se parler avec des insultes, avec de la haine, et on essaie de se parler de façon plus civilisée. Ça serait assez formidable que la France soit moteur sur ce sujet. Attendons et observons. Alors, aujourd'hui, donc samedi 6 juillet, je vous avais donné rendez-vous, ce rendez-vous du mois de juillet, pour vous parler des 2 ans, de mandat. Et en fait, pour préparer ce Facebook Live, j'ai besoin je me suis dit, 2 ans, oui, on en a fait, alors je commence à énumérer, j'ai fait ça, ça. Puis à bout d'un moment, je dis, mais il y a des choses, on a tellement travaillé, on a fait tellement de choses à l'Assemblée, qui m'étaient finalement parfois difficiles de faire la liste précise de tout ce sur quoi on avait travaillé. Alors, en provenant le site de l'Assemblée nationale, et je vous invite vivement à y aller, parce que c'est un site qui est extrêmement touffu, copieux, il y a beaucoup de choses, et j'ai repris l'ensemble des projets sur lesquels on a travaillé. Et c'est vraiment considérable, je n'ai pas listé, mais si j'enlève tout ce qui est discussion de loi de finances, qui sont aussi des choses qui sont obligatoires, récurrentes, qui viennent tous les ans, en octobre, novembre et décembre, on travaille 2 lois de finances, la loi de finances générale de l'État, le budget général de l'État, et le budget séparément plus spécifique de la sécurité sociale. Alors, je vais juste vous dire un petit mot pour que vous soyez plus familiers avec les acronymes, parce que nous aussi, dans notre vocabulaire, on utilise beaucoup d'acronymes. La loi de finances, nous l'appelons PLF, projet de loi de finances, et la loi de finances de la sécurité sociale, nous l'appelons PLF-SS pour sécurité sociale. Voilà, c'est pour vous faciliter la lecture peut-être de documents que vous pourriez voir passer. C'est important. Mais ça, je ne vais pas y revenir, ça revient tous les ans, c'est récurrent depuis toujours et ça sera encore pour de nombreuses années. On avait commencé par discuter des ordonnances pour faciliter le dialogue social entre employeurs et salariés. Et je voudrais signaler à ce propos que ce que contenait la loi, notamment s'agissant du plafonnement des indemnités prud'homales, a été validé cette semaine. Il y a un arrêté qui a été rendu, qui est très important cette semaine. Donc cette loi va être pleinement effective. Et ça, je sais, pour avoir discuté avec des entreprises étrangères qui viennent en France ou qui auraient envie de venir, pour elles, ça a été un élément très important de leur choix de venir en France. Et vous aurez peut-être vu cette dernière semaine qu'il a été dit que la France est en Europe le pays le plus attractif pour les entreprises étrangères. Je complète pour dire que depuis longtemps, il faut que ça monte en puissance. Ça n'est pas lié à ce quinquennat, je tiens à le préciser, mais tout ce qui est lié à l'exportation, aux interactions avec des entreprises étrangères en France et à nos entreprises qui partent à l'étranger, c'est 20% de nos emplois salariés en France. Donc on a vraiment besoin de cette dynamique. Le deuxième sujet sur lequel on avait parlé, c'est la moralisation de la vie publique. Et deuxième projet de loi. Et je voulais vous dire par rapport à ça que la transparence, c'est amusant de voir à l'Assemblée la différence entre les anciens députés et les nouveaux députés. Les anciens députés qui grognent un peu en trouvant simplement, c'est pas qu'ils veulent pas être transparents, c'est que ça leur demande de faire des choses en plus, de faire une comptabilité plus précise, et on sent que ça les embête de passer du temps à ça. Bon, chez les jeunes députés, c'est tout à fait naturel. Je ne vous cacherai pas qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, que la façon dont l'Assemblée veut absolument tout contrôler, qui est mis en place, est un peu complexe. Ils ont mis en place des systèmes qui permettent de contrôler, mais qui sont trop complexes et qu'on pourrait vraiment simplifier. Ils devraient grandement s'inspirer de ce qui se fait en entreprise. Donc voilà, il y a des histoires de, si vous voulez, pour moi comme parlementaire, j'ai mon enveloppe d'indemnité, mon enveloppe pour les collaborateurs, mon enveloppe pour les frais de mandat, l'enveloppe pour le téléphone, l'enveloppe pour l'informatique. Qu'est-ce que j'ai encore
l'enveloppe pour les transports. Voilà, il y a beaucoup d'enveloppes et tout ça rend les choses très compliquées. Voilà, donc en termes de transparence, je peux néanmoins vous dire une chose, ajouter une chose s'agissant de mon mandat, c'est que dans les différentes enveloppes que l'on me donne, mon enveloppe collaborateur, l'argent, le montant qu'on me donne pour payer les collaborateurs, je la consomme totalement et je la dépasse même. Et comme je la dépasse, je vais piocher dans d'autres enveloppes pour pouvoir payer mes collaborateurs. Pourquoi ? Ça me permet de vous parler de mes collaborateurs. J'ai un collaborateur temps plein à Paris qui s'appelle Stéphane, qui est jeune, qui sort de Sciences Po, qui est épatant et qui travaille sur tout le travail législatif, qui connaît toutes les ficelles de la loi, comment on dépose un amendement, comment on le rédige, comment on peut le déposer en commission, si on a loupé un horaire, comment il va essayer de convaincre qu'on a dépassé de 5 minutes, on peut encore le déposer, enfin bref. Stéphane, c'est le législatif épatant et tout ce qui est géopolitique, il est très intéressé par la politique étrangère. J'ai un collaborateur temps plein qui s'appelle Vincent, qui était à Bangkok, qui est maintenant à Amsterdam, aux Pays-Bas, pardon, et qui est mon directeur de cabinet, qui chapeaute l'ensemble de mes collaborateurs et qui est vraiment un conseiller politique, qui agit vraiment, qui rédige un certain nombre de mes prises de parole, qui rédige un certain nombre de documents que vous pouvez lire sur le site internet. J'ai ensuite des collaborateurs à temps partiel. J'ai une chef de cabinet qui s'appelle Stéphanie, qui est à Singapour, qui s'occupe de tous mes déplacements, tous mes voyages. Et là, je sais que c'est complexe. Et Stéphanie, d'une précision, d'une rigueur. Alors là, je suis sûre que tout est nickel, carré, tout est prévu. Ça, c'est une collaboratrice épatante. Et Stéphanie s'occupe aussi des relations avec la circonscription, des relations avec les conseillers consulaires. Vous savez, ce sont vos élus de terrain. J'en profite pour vous dire que l'élection de ces conseillers consulaires a une durée de 6 ans et que la prochaine élection, c'est mai 2020. C'est dans un petit peu moins d'1 an maintenant. Et c'est eux qui vous permettent d'être en lien avec la nation, avec moi-même. Ces conseillers consulaires, je les ai en visioconférence une fois par trimestre. Tous, quel que soit leur bord politique, je travaille de façon transpartisane. Donc ça, c'est Stéphanie qui s'occupe de tout ça. Par exemple, Stéphanie me met en place un dîner en octobre prochain, auquel cas je vais recevoir les conseillers consulaires de la 11e circonscription qui seront présents à Paris à l'occasion de l'Assemblée de la session plénière de l'Assemblée des Français de l'étranger. Et donc Stéphanie sera présente. Elle sera pas présente, Stéphanie, pardon, m'organise ce dîner, prend contact avec les conseillers consulaires, les relance, leur donne les indications, prépare aussi les interventions, recueille les questions en avance. Voilà, Stéphanie fait toutes ces relations avec la circonscription. Elle travaille aussi sur des sujets plus spécifiques comme l'autisme, comme la santé à l'étranger, des sujets de ce type-là. Autre collaborateur temps partiel, Adrien, qui s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc si vous voyez des vidéos, et bien d'ailleurs j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur les 2 ans de mandat. C'est Adrien qui fait le montage de ces vidéos, moi souvent je les filme et lui fait le montage. Adrien partage son temps entre plusieurs villes. Il a été longtemps à Taïwan, au Cambodge, à Bangkok. Maintenant il est en France, mais il est amené aussi à se déplacer. Adrien, un collaborateur épatant qui rédige aussi un certain nombre de documents, d'articles que vous voyez sur le site internet. Et enfin, j'ai Bénédicte qui s'occupe de tout ce qui est finance, parce que comme je me déplace et que je dois fonctionner dans différentes monnaies, quand il s'agit de récupérer un petit ticket de taxi écrit en thaïlandais, de vérifier la date, le jour, la conversion de monnaie, etc., et qui suit de façon précise comment l'Assemblée rembourse ou ne rembourse pas. C'est comme ça qu'un jour, elle a dégoté une erreur. Elle s'est aperçue que l'Assemblée m'avait remboursé un billet d'avion qu'en fait, elle avait déjà payé, donc elle ne devait pas me le rembourser. Bénédicte a vu ça. Elle a signalé à l'Assemblée qui a donc récupéré, je lui ai remboursé l'argent qu'elle m'avait trop versé. Voilà, donc Bénédicte, j'ai absolument besoin d'elle et elle va m'aider également là sur une mission flash qui est une mission qui se rapproche un peu des fonctions d'audit où je vais, au sein de la commission des affaires étrangères, pour cette commission, je vais aller étudier 2 postes diplomatiques sur le plan de leur fonctionnement en détail, c'est-à-dire pas le fonctionnement au sens politique, géopolitique, économique, c'est pas ça du tout, ni les relations avec le pays sur place. Je vais regarder précisément comment ils gèrent une panne de chauffage, un remplacement d'imprimante, tout ce qui est matériel, vous voyez, tout ce qui est matériel, et voir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs frustrations, quels sont les points qu'ils voudraient voir améliorés. Et je vais également regarder en centrale à Nantes et à Paris, parce qu'il y a une antenne du ministère des Affaires étrangères à Nantes, quelles sont les consignes qui sont données. Et nous sommes absolument convaincus, à plusieurs commissaires aux affaires étrangères, qu'il y a là des leviers d'économie importants. Et je vais vous donner un exemple. On a appris que dans un poste diplomatique, à un moment, il y avait des machines à laver de modèle professionnel
qui servaient à laver toutes les nappes, les grandes nappes qu'on utilise pour les réceptions. Ces machines ont une pièce qui est tombée en panne. Eh bien, la procédure voulait que la pièce ne pouvait que venir de Paris, sauf que c'était une machine qui ne se faisait plus. Dans le pays, elle existait, la réparation était possible. La procédure disait non, ça doit venir de Paris. Le poste a dû attendre des mois et des mois pendant lesquels il a dû envoyer tout au pressing, ce qui coûtait beaucoup plus cher qu'une machine, que la réparation sur place. Et puis, in fine, comme ils n'ont pas réussi à trouver le réparateur qui venait de Paris, la pièce qui venait de Paris, et ben, ils ont fini par se débarrasser des machines et remplacer par des machines ordinaires qui ne tiennent pas la route et qui ne sont pas forcément adaptées. Donc, voilà un exemple de situation pour laquelle les process en place sont idiots et qui mériteraient d'être remis en question pour pouvoir faire des économies au Quai d'Orsay. Donc voilà, donc Bénédicte va m'aider à mettre en place et à mener cette mission avec Stéphane. Nous serons 3 sur cette mission. C'est une mission qui est faite avec 2 rapporteurs, moi-même et un de mes collègues du groupe Les Républicains, qui s'appelle Didier Quentin. Voilà, ça je vous en parlerai, le rendu sera en octobre, début octobre. Voilà, donc ça c'était mon équipe de collaborateurs. La façon dont fonctionne l'Assemblée, c'était parce que je vous avais parlé de la loi sur la transparence de la vie publique. Ensuite, nous avons parlé d'un projet de loi, notre projet de loi sur la prévention, les mesures qui ont été prises pour mieux lutter contre le terrorisme. Et vous savez, c'était pour sortir de l'état d'urgence. Ça a été fait et franchement, tout le monde, beaucoup ont crié « Oh là là, on ne va plus lutter efficacement contre le terrorisme ». Que je sache, on a les mêmes résultats jusqu'à présent dans la lutte contre le terrorisme. Ensuite, on a pris... alors, la suivante, c'était un projet de loi pour favoriser les énergies renouvelables et réduire la consommation d'énergie fossile. Projet de loi dans lequel on a dit qu'on ne délivrait plus de nouveaux permis de recherche d'hydrocarbures en France. Ça concernait notamment la Guyane. On interdit également les projets de recherche d'exploitation sur gaz de schiste et sur charbon. Et on garantissait aussi la sécurité d'approvisionnement en gaz. Ça, c'est un projet de loi extrêmement important qui fait partie aussi de notre engagement sur les sujets écologiques. Ça me permet de dire une toute petite chose s'agissant des explorations minières, puisque là, il en était indirectement question. Je vous renvoie volontiers à un livre que j'ai lu, que je partage avec vous, une lecture très intéressante sur les métaux rares. C'est mon collaborateur Vincent qui m'a signalé ce livre et qui est extrêmement intéressant et qui montre que nous avons sur le sujet des métaux rares. Les métaux rares, vous savez, on les trouve dans les éoliennes, dans nos ordinateurs, dans nos téléphones portables, en toute petite quantité. C'est un peu comme le sel dans une baguette de pain. Toute petite quantité. Et c'est la Chine qui détient ce marché essentiellement. Alors qu'il y a d'autres gisements de métaux rares dans le monde, notamment également en France, et qu'il faut se poser la question de voir comment est-ce qu'on pourrait peut-être retrouver une certaine autonomie par rapport à l'exploitation de ces métaux rares, parce que la dépendance à la Chine n'est pas forcément une bonne chose. Mais ça pose un problème environnemental, qui est de l'exploitation d'une mine, et il faut absolument réfléchir à comment on peut envisager l'exploitation d'une mine de façon moderne et respectueuse de l'environnement. Voilà, donc un enjeu très important, je voulais le signaler à votre réflexion parce que je pense que la réflexion collective est importante à ce sujet-là. Ensuite, on a parlé de la loi très importante sur la réussite, l'orientation et la réussite des étudiants. Ça, c'était très important. Et avec l'introduction notamment de Parcoursup et la fin du régime de sécurité sociale étudiante, pardon. Maintenant, les étudiants la sécurité sociale étudiante est rattachée au régime général de la sécurité sociale. Il faut savoir que les équipes, personne n'a été mis au chômage, les équipes des différentes caisses de sécurité sociale étudiante ont été intégrées à celles du régime général pour faciliter. Ensuite, on a encore discuté du fameux RGPD, le règlement sur la protection des données, qui est un règlement européen et qui vraiment est très marquant puisque grâce à cette protection des données, ça veut dire que nous, à l'étranger, ça nous concerne. Vous savez, quand vous allez vous inscrire au consulat, vous donnez votre adresse email et vous devez cocher une case par laquelle vous donnez votre accord ou pas pour que votre email soit communiqué notamment aux partis politiques. Et ces listes après étant, quand nous récupérons ces listes, il nous est bien dit qu'il est strictement interdit de les utiliser à des fins commerciales. C'est pas seulement aux partis politiques, n'importe qui pourrait récupérer cette liste, mais évidemment, comme on n'a pas le droit de s'en servir à des fins commerciales, bon, on ne voit pas à quoi on pourrait s'en servir. Donc, et là, ça respecte le RGPD. C'est pour ça que moi, je peux vous envoyer des emails sur la liste électorale consulaire. Et ça a une grande importance, et je sais que
en Asie, plusieurs pays dont Singapour s'intéressent à ce RGPD et envisagent peut-être de le décliner chez eux. Ça a eu un gros impact parce que si vous êtes une entreprise au Japon et que vous voulez une entreprise d'achat en ligne et que vous avez quelqu'un qui est en France ou en Autriche, en Europe, et qui se connecte sur cette plateforme japonaise, eh bien, parce que la personne est basée en Union européenne, la plateforme japonaise doit respecter le RGPD, ne peut pas récupérer ces données sans lui avoir demandé son consentement qu'elle doit conserver. Donc vous voyez que c'est très important ce RGPD. Alors, autre sujet aussi de projet de loi qu'on a voté, c'est la rénovation, la réforme de la SNCF, qui était un projet extrêmement important, avec son changement de statut qui devient une société anonyme à capitaux publics, avec la disparition de statut de cheminot, qui était vraiment obsolète. Il y avait vraiment, vous vous rendez compte que certains, les conducteurs TGV, avaient encore une prime charbon. Bon, ça fait un peu, ça surprend quand même. Et puis l'ouverture de la concurrence en 2019, qui là est une obligation et qui, je pense, peut être une excellente chose pour notamment les trains régionaux. Alors ensuite, on a une autre loi, la loi de programmation militaire, qui a vu le budget militaire considérablement rehaussé et qui est rehaussé à hauteur de 2% du PIB pour 2025. C'est considérable, avec 6 000 embauches supplémentaires, 6 000 emplois supplémentaires créés pour la période aussi 2019-2025. Donc ça, c'était très très important. Puis des éléments d'accompagnement de la situation sociale des militaires qui étaient importants. Autre projet de loi encore, il y a encore un. Le projet de loi pour l'État au service d'une société de confiance. Alors ce projet de loi, il nous a tous concernés directement, même si après, il a été dépouillé de ce que j'avais mis dedans, puisque c'est dans ce projet de loi que j'ai fait passer un amendement par lequel je demandais qu'on puisse, quand on est à l'étranger, quand on habite à l'étranger, faire refaire son permis de conduire ou faire refaire sa carte grise, son certificat d'immatriculation, si on possède une voiture qu'on laisse en France. Ce qui arrive à plus d'un d'entre nous. Et après des discussions âpres, j'avais réussi à obtenir gain de cause et cet amendement a été voté. J'ai surveillé, le Sénat ne l'avait pas supprimé, le gouvernement n'avait pas non plus profité des échanges entre Sénat et Assemblée pour le supprimer. Parce que j'ai bien senti que à la direction des Français à l'étranger, au ministère des Affaires étrangères, ils n'étaient pas tellement pour. Et j'attendais après le décret, j'ai surveillé. Il a été publié le 26 décembre, évidemment pendant les congés. Enfin, quelqu'un de mon équipe, un de mes collaborateurs, avait l'œil dessus. Je crois que c'est Stéphane en l'occurrence, et il a vu le décret publié, et le décret a vidé complètement de sa substance mon amendement. Donc je dirais pas qu'il faut... Si, je peux dire qu'il faut repartir de zéro. Donc ça, je continue à suivre, parce que j'ai pas du tout obtenu ce que je voulais, ce qu'on s'était dit ensemble, c'est pas acceptable. Ça, c'est le travail quotidien d'un parlementaire. Ensuite, autre projet de loi, le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. C'était une grande réforme de la formation professionnelle. Pour faire très court, pardon, excusez-moi, j'ai des quintes de tout. Pour faire court, auparavant, la formation professionnelle était essentiellement accessible à ceux qui étaient dans l'emploi, dans le cas de l'entreprise. Et ça a été modifié, et désormais la formation professionnelle sera accessible à tous à travers d'un organisme public unique qui s'appellera France Compétences et qui sera chargé de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. On rationalise, on rend les choses plus simples. On met aussi en place un compte personnel formation qui sera non plus alimenté en heures comme c'était le cas en entreprise, mais en euros. Et c'est un compte personnel à hauteur de 500 € de formation annuelle. Ces 500 € seront apportés aux étudiants. Non, je me trompe. Il y avait un compte formation à hauteur de 500 € annuel, mais il y a d'autres choses possibles aussi à côté. Et s'agissant des étudiants, pardonnez-moi, il y aura une aide qui va leur être proposée à hauteur de 500 € spécifiquement pour passer le permis de conduire. Car en France, il y a beaucoup de zones en France où sans permis de conduire, on ne peut pas trouver un job. On ne peut ni se former, ni travailler après. Or, le permis de conduire, alors pour vous qui êtes partis depuis longtemps de France, peut-être n'avez-vous pas une idée de ce que ça représente. Le budget du permis de conduire, c'est entre 1200 et 1500 €. Il existe aujourd'hui des plateformes internet qui se sont créées, sont en train de faire baisser le prix considérablement, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un volume horaire minimum d'heures de conduite. L'heure de conduite, on est à côté de quelqu'un dans une voiture, cette personne elle est payée, on connaît en France le coût du salaire minimum et des charges derrière, mais on voit tout de suite que ça fait un coût horaire de leçon de conduite qui est forcément élevé. Et c'est la raison pour laquelle le permis de conduire, le coût horaire de l'heure de conduite plus multiplié par le nombre minimum d'heures obligatoires, on voit tout de suite que ça fait un montant élevé. Et donc il y a beaucoup de jeunes qui ne pouvaient pas se permettre de se payer ce permis de conduire.
Donc ça, c'est très important. J'insiste aussi, j'en profite aussi pour dire, sans, je ne ferai aucune pub, mais vous avez des assureurs qui proposent des solutions aussi pour aider au financement du permis de conduire. Je vous laisse rechercher, mais ça existe en France, des assureurs pour les voitures. Je pense à ceux d'entre vous qui renvoient leurs enfants en France, faire leurs études, et qui du coup se posent aussi la question du permis de conduire. Enfin, en général, les jeunes entre eux, ils ont leur ficelle, leur combine, ils se passent le mot, et ils savent vers quelle solution aller, mais je souligne les assureurs en voiture, dont certains proposent des solutions pour aider à passer le permis de conduire. Autre projet de loi encore, celui sur qu'on a appelé asile-immigration, pour essayer de réformer le droit d'asile et le rendre plus simple, plus lisible. On a allongé le délai pour que les étrangers, avant qu'ils soient expulsés, la durée de rétention a été allongée à 90 jours. Je pense que moi je considère que c'est une bonne chose, parce que expulser à toute vitesse, on peut passer à côté de certaines choses, et puis il y a un certain nombre de procédures qui demandent du temps. Donc si on fait un délai trop court, on risque de priver du droit d'expression et d'expression de leurs droits un certain nombre de ressortissants étrangers. Donc je pense que c'était extrêmement important. Et ensuite, ceux qui ont bénéficié d'une protection de type subsidiaire ou apatride, on allonge à 4 ans, alors que c'était 1 an jusqu'à présent, la durée du titre de séjour qu'on leur octroie, qui n'est pas besoin d'aller tous les ans redemander leur titre de séjour, ce qui est assez logique. Le projet de loi suivant, c'était la lutte contre la fraude. Alors ça, c'était très important, la fraude fiscale notamment. Et aujourd'hui, ça a été créé d'ailleurs cette semaine, c'est tout à fait dans l'actualité. Oui, ce projet de loi date d'octobre 2018. Là, on est en juillet 2019, 6 mois après. Un petit peu plus de 6 mois après, la police, on a mis en place une police fiscale, c'est-à-dire que au sein des services fiscaux, on a des personnes qui sont formées à des procédures policières pour pouvoir lutter contre la fraude. C'est un enjeu énorme, on ne sait pas exactement évaluer la fraude, par principe, c'est difficile de la connaître, parce qu'évidemment, ce sont des gens qui ne déclarent pas, qui ne disent pas, donc c'est compliqué, mais c'est pour tout, ça sera on avait aussi je vais finir mon idée dans un premier temps. Donc c'est difficile de connaître le montant de la fraude fiscale, mais c'est un levier d'économie extrêmement important pour l'État, enfin de rentrée d'argent extrêmement important. Pour information, on sait qu'avec un certain nombre de pays, il existe un échange automatique de données fiscales, mais quand à Bercy, au ministère des Finances, ils reçoivent des données de tel ou tel pays, on a un peu l'équivalent d'un listing, d'une base de données, dans laquelle, si on ne va pas chercher spécifiquement quelque chose, c'est compliqué d'en faire usage. On ne dispose pas encore aujourd'hui d'outils qui permettent qu'on puisse automatiquement scanner ces données qui nous viennent d'un pays ou d'un autre, et qui puissent, par des outils numérisés, automatiquement déceler une fraude quelconque. C'est beaucoup plus complexe que ça. En revanche, quand on a un soupçon, quand Bercy a un soupçon sur une personne, là, il y a possibilité du coup d'aller chercher dans cette base de données et d'aller faire des rapprochements pour essayer de repérer éventuellement une négligence, voire une fraude. Mais surtout, autre chose, c'est que pour des montants de fraude très importants, au-dessus de 100 000 €, jusqu'à présent, c'est Bercy qui gérait tout seul. Donc, menait son enquête, imposait des sanctions, négociait éventuellement avec les personnes qui avaient commis, encore une fois, ou négligence ou infraction. Et aujourd'hui, il a été décidé que pour de tels montants, au-dessus de 100 000 €, non, ça sera transmis directement à la justice et au parquet des affaires. Ça, c'est au parquet. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que Bercy n'est plus maître uniquement. Et l'idée derrière ça, c'était de lutter contre les petits arrangements. Parce qu'il y en a, les petits arrangements, il y en a eu. Donc cette loi était très importante. Ça, c'était en octobre 2018. Ensuite, on a eu une grande loi, toujours en octobre 2018, sur l'alimentation. L'objectif étant d'aider nos agriculteurs à mieux vivre de leur production. C'est une loi qui va mettre beaucoup de temps à produire ses effets, parce que une récolte, c'est sur 1 an, hein, c'est pas, et la revente, c'est sur plusieurs années. Je sais que dans le secteur des fruits, les producteurs en fait vendent leur production qui n'est pas encore sortie de terre, et ils sont payés, donc ça se passe pratiquement sur 3 ans. En gros, ils vendent en année 1, ils produisent en année 2, ils sont payés en année 3, pour faire simple. Bon, c'est assez compliqué et souvent ils ont beaucoup de mal à vivre de leur production. Donc cette loi était très importante pour le secteur et très attendue pour le secteur agricole. Ensuite, on a une loi sur l'aménagement du territoire et du numérique. Là aussi, pour simplifier, beaucoup de simplification de procédures, de normes,
avec une réforme profonde du logement social, pour favoriser aussi la mobilité et la mixité sociale, pour lutter plus efficacement contre les logements indignes, et pour essayer de lutter aussi contre la dégradation des centres-villes. C'est un vrai sujet. Donc une loi qui était extrêmement attendue. Enfin, ça c'était en octobre 2018, on a eu ensuite les lois de finances, vous voyez qu'il y en a eu des choses. Ensuite, il y a une loi contre la manipulation de l'information, la loi contre les fausses informations. Ça, c'est un vrai souci. On verra si ça porte ses fruits. C'est notamment l'obligation de transparence pour les plateformes numériques lorsqu'elles diffusent des contenus contre rémunération, des contenus publicitaires. Qu'elles soient transparentes sur ces transactions qu'elles mènent. Ensuite, cette loi touche essentiellement aux périodes qui précèdent un scrutin national, de type présidentiel ou législative. Et c'est à ce moment-là que cette loi interviendra pour éviter les manipulations de l'information et donc de l'opinion publique à la veille d'une élection majeure. Ensuite, on avait en décembre dernier les mesures d'urgence qui ont permis de considérablement augmenter le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, les données, il y a une note, je vous renvoie d'ailleurs à une note de conjoncture de l'INSEE dont je vous mettrai un résumé sur mon site internet qui est extrêmement intéressante, qui montre bien combien le pouvoir d'achat a augmenté. Vous savez, je suis très transparente et je l'ai toujours dit, faisons attention à toutes ces notes. Il s'agit bien de moyenne. Quand on parle d'une moyenne, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont au-dessus et d'autres qui sont en dessous. Donc quand on dit que le pouvoir moyen a augmenté, le pouvoir moyen a augmenté, ça veut dire que pour certains, il a beaucoup plus augmenté que ce que dit cette moyenne, et pour d'autres, il a peut-être reculé. Donc nous avons toujours une vigilance accrue sur ceux pour qui ce pouvoir d'achat pourrait ne pas avoir augmenté ou insuffisamment augmenté, voire pourrait dans certains cas avoir baissé. Mais en tout cas, il faut retenir que globalement, il y a une hausse comme jamais il y a eu en de nombreuses années. Donc ça, c'est extrêmement important pour le dynamisme de notre pays. Et puis ensuite, nous avons eu une réforme de la justice. Ça, c'était en mars 2019, avec là aussi beaucoup de simplification des procédures. Vous voyez, dans tous les projets de loi, on simplifie constamment. C'est ça, la transformation de la France, c'est simplifier. J'y reviendrai juste après. Et puis, une loi pour lutter contre les violences en manifestation, une loi qui a fait beaucoup parler d'elle, et avec notamment la création d'un fichier des personnes interdites de manifester. Et enfin, une des lois les plus récentes, non, c'est pas la dernière d'ailleurs, la loi Pacte pour aider, pour là aussi transformer, simplifier la vie des entreprises, beaucoup de choses pour favoriser leur croissance, les aider à se développer, faciliter les accords d'intéressement pour que les salariés soient plus intéressés associés à l'avenir de leur entreprise. Il y avait vraiment beaucoup de choses dans cette loi. C'est une énorme loi qui était très attendue et qui, je pense, va porter ses fruits, et j'en suis convaincue, dans les années à venir. Ensuite, il y avait le projet de loi pour l'école qui a été voté définitivement cette semaine après les allers-retours avec le Sénat. Sans doute que l'un des points phares de cette loi, c'est que l'instruction devient obligatoire maintenant à 3 ans, avec une obligation de formation en plus de 16 à 18 ans. C'est très très important, ça veut dire qu'en gros, nos jeunes seront pris en charge de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Monsieur Weisgerber, je reconnais là votre verve, mais la loi PAC, c'est une loi fourre-tout. Non, c'est une grosse loi dans laquelle il y a beaucoup de choses et qui vise à développer et à aider nos entreprises à croître. Je pense que nos entreprises en ont vraiment besoin quand on voit l'accueil qui a été réservé par un certain nombre d'entreprises, notamment les PME, car c'est à leur niveau, c'est 75% de l'emploi salarié en France. C'est au niveau des PME qu'on a tellement besoin d'avoir de la souplesse, de l'agilité, et cette loi PAC, c'est ça. Je vous invite à la lire, elle est complexe, je vous l'accorde, elle a beaucoup de pages, je vous l'accorde, mais elle sera extrêmement efficace. Merci pour votre remarque, Monsieur Weisgerber. Ensuite, nous avons une loi sur la réforme du système de santé, là aussi, grande simplification. Une décision majeure qui est la suppression du numerus clausus à la fin de la première année d'études de santé, qui était autrefois la première année d'études de médecine, qui est commune à plusieurs professions de santé maintenant, infirmières, kinés. Et ça, c'est très important. Mais vous voyez bien que la date d'effet de ça, le temps de formation d'un médecin, c'est 10 ans. Donc, l'effet de cette suppression du numerus clausus, on ne le verra pas avant 10 ans.
Vous voyez que dans toutes les lois, il y a toujours cette notion de délai, de lisibilité des résultats qui intervient, parce que simplifier et transformer, ce n'est pas un processus de allumer et éteindre la lumière, c'est beaucoup plus complexe pour en voir les effets. Ensuite, nous avons eu un projet de loi qui vise à créer une agence nationale de cohésion des territoires. Ça, c'est un sujet notamment pour aider la ruralité, les collectivités territoriales qui ont de tout petits moyens. Ensuite, un projet de loi de transformation de la fonction publique, qui était un projet de loi qui concerne toutes les catégories de fonctionnaires et qui n'est pas du tout un projet de loi par catégorie de fonctionnaires, c'est tous les statuts. Et là aussi, on vise à simplifier le dialogue social au sein de la fonction publique. On veut aussi permettre de recruter sous contrat certains des emplois avec des contrats de projet. On veut permettre aussi aux fonctionnaires de pouvoir prendre un congé pour pouvoir éventuellement aller créer une activité, notamment créer une entreprise s'ils le souhaitent et qu'ils ne soient pas tout de suite obligés d'être démissionnaires de leur poste. Voilà, donc une loi qui vise vraiment à beaucoup rénover la fonction publique et qui était extrêmement attendue. Enfin, une loi pour modifier le règlement de l'Assemblée nationale. Alors ça, elle a été définitivement validée cette semaine par le Conseil constitutionnel. Alors en quoi ça consiste? Ça vous concerne moins, quoique. L'idée, c'est qu'on ait un travail plus efficace. Mais pour le fonctionnement de notre démocratie, il y a des choses importantes. Dans ce règlement de l'Assemblée nationale, désormais, il y aura beaucoup plus de voix, de temps donné aux oppositions pour qu'elles s'expriment. Très important. Les questions au gouvernement, qui étaient 2 séances mardi et mercredi par semaine d'1 heure, qui étaient des séances très convenues. On pose une question, on a 2 minutes pour poser notre question, le ministre a 2 minutes pour y répondre. Je précise qu'en Australie, les parlementaires ont 30 secondes pour poser une question. J'aime mieux vous dire qu'il faut être synthétique. Le ministre a 3 minutes pour répondre et donc pour développer. Donc là, ce qui a été fait, parce que c'était des formats convenus, le ministre souvent savait, enfin pas souvent, le ministre savait sur quoi on avait pu poser la question, puis surtout, une fois qu'il avait répondu, ça s'arrêtait là. Et là, ça va être différent. Désormais, il n'y aura plus qu'une séance par semaine. Elle durera, je ne sais plus si c'est 1h30 ou 2 heures, ça sera un peu allongé, mais surtout, le parlementaire pourra répondre au ministre. Il y aura un temps de parole global. Le ministre pourra répondre une première fois en, par exemple, 45 secondes, et ensuite le parlementaire lui répond, et le ministre pourra à nouveau répondre s'il a conservé du temps de sa première intervention, de sorte qu'il y ait un véritable dialogue et soit des véritables questions-réponses au sein de l'Assemblée. Donc, vous voyez, tout ce règlement, il vise à être beaucoup plus démocratique, à permettre une expression beaucoup plus démocratique. Et dernier point qui n'est pas des moindres, c'est que l'organisation des sessions de débat en séance va être modifiée, et désormais, nous commencerons plus tôt le matin, et nous nous arrêterons plus tôt le soir à minuit, ce qui d'ailleurs pour les huissiers qui sont présents en séance est une bonne chose. Certains d'entre eux habitent très loin de l'Assemblée, donc je pense que c'est bien pour eux aussi de finir un peu plus tôt. Et je vous avoue que là, je viens de passer toute la semaine avec 3 nuits, 3 soirs, où on a fini extrêmement tard, 3h30 du matin, 1h15 et pas loin de minuit. C'est pas terrible. Si on veut avoir le cerveau qui fonctionne correctement, si on veut être pertinent dans la participation au débat, il faut mieux avoir des nuits un tout petit peu plus longues. Des nuits de moins de 5 heures, c'est pas l'idéal pour un parlementaire, ni pour les personnes qui sont autour, les collaborateurs, les administrateurs et toutes les équipes qui sont là. Voilà donc tout ce qui a été fait en 2 ans. Vous voyez que ça fait quand même un paquet de choses. Alors, je vais commencer à regarder. Je vais ajouter une chose et puis je vais regarder en même temps les questions qui m'ont été envoyées. Alors, dans l'ensemble de ces réformes, je vous ai parlé de simplification, de transformation. Je voudrais aussi dire une chose. Plusieurs de ces réformes vont avoir un effet qui sera visible pas tout de suite. Exemple, les médecins, la formation des médecins, l'efficacité de cette mesure, c'est dans 10 ans. Ça sera donc à partir de 2000, le concours de juin 2020, il n'y aura plus de numerus clausus, donc c'est en 2030 qu'on verra le nombre de médecins commencer à augmenter. Pareil pour l'école, quand on décide de dédoubler les classes en CP, CE1 pour permettre à un maximum d'élèves de mieux maîtriser les fondamentaux, lecture, écriture et calcul, l'effet de ça se voit au moment où ils rentrent dans la vie professionnelle. Ça prend du temps. Pour des enfants qui ont aujourd'hui 6 ans, il faudra attendre l'âge de 16 à 20 ans. Donc il faut attendre plus de 15 ans. Donc vous voyez qu'une mesure qui demande 10 ans, une autre mesure qui demande 15 ans, et beaucoup sont comme ça, c'est ce que j'appelle des mesures courageuses. Ça veut dire que là, nous ne sommes pas allés regarder
notre possibilité, probabilité d'être populaire ou impopulaire, d'être élu ou pas élu. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le pays, c'est vous, c'est nos concitoyens, et c'est qu'est-ce qui est bon pour le pays pour qu'on fonctionne bien. Eh bien ça, c'est ce que j'appelle du courage politique, et je tiens à le souligner, parce que jusqu'à présent, que je sache, sous la Ve République, c'est vraiment pas ce qui prédominait dans l'exercice des mandats politiques. Donc voilà des mesures courageuses. Alors, les questions maintenant. Alors, alors là, j'ai Jean-Louis qui me pose une question sur la CFE. Alors là, Jean-Louis, si vous me permettez, je vais regarder ça, je vais transmettre. Votre question sera transmise. L'arrêté du 29 juin dernier portant réforme du remboursement, c'est très technique. Jean-Louis, je ne peux pas vous répondre comme ça, mais je note. Et vous savez qu'on a souvent échangé. Je reviendrai vers vous avec une réponse. Alors, ensuite, alors la situation des agents de droit local. Anne-Marie qui me pose cette question. Anne-Marie, vous savez combien je suis ce dossier. Alors, mon calendrier, je vais vous en parler parce que j'ai vu là ma collègue Laetitia Avia mener une proposition de loi à travers la loi sur la cyber-haine. Ça lui a pris 1 an. 1 an et d'un travail de dingue. Donc je sais que ce projet de loi que j'ai envie de mener sur les agents de droit local, ça va être la même chose. Donc là, pour le moment, j'ai un agenda qui est quasiment saturé jusqu'en tout cas tout début de 2020. Donc c'est vraiment un projet de loi que je vais mener en 2020. J'ai envie de le mener sous forme d'une proposition de loi. J'ai d'autres véhicules peut-être, mais pas sûr que ça fonctionne. Donc en tout cas, et je ne suis pas seule, nous sommes 2 députés intéressés par le sujet et qui nous permettraient de nous intéresser aux agents de droit local, pas seulement les Français, mais également les étrangers. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas très bien de quoi nous parlons, je vais juste préciser pour que ce soit clair pour tout le monde. Les agents de droit local, ce sont les employés de nos consulats, de nos ambassades, de nos alliances françaises, de nos instituts, qui sont pour certains étrangers, pour certains Français, et qui sont un peu l'équivalent en France de ce qu'on pourrait appeler un contractuel, mais qui alors n'en ont ni le statut, ni les avantages, ils n'ont rien, ils n'ont aucune protection, ni sociale, ni fiscale. Et c'est, pour moi, enfin, je vais dire comme je le pense, je trouve pas très moral, pas très éthique, et je pèse mes mots, de la part de l'État français de traiter ainsi ces personnes. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mal considérés. Dans chaque poste, les personnes avec lesquelles ils travaillent, ils sont tout à fait respectueux. Mais c'est très important d'aller beaucoup plus loin et de proposer des mesures qui ne sont pas du ressort des personnes qui les emploient directement, qui sont leurs supérieurs dans nos ambassades, dans nos consulats, mais des personnes qui sont décideurs en France, au ministère des Affaires étrangères. La deuxième personne, Anne-Marie, c'est le député Jean-François Mbaye. Voilà. Alors, ensuite, autre question. Alors, la fiscalité des non... Alors, sur la réforme de la fiscalité, sur ce qui a été fait. La réforme de la fiscalité pour les contribuables non résidents, qui est en cours de mise en œuvre, qui n'est pas d'ailleurs tout à fait achevée, et des éléments qui manquent encore. Cette réforme de la fiscalité avait pour objectif de rééquilibrer les prélèvements, le montant des impôts payés entre... Il se trouvait que cette fiscalité des non-résidents faisait que les plus petits revenus étaient fortement défavorisés et avaient de lourds impôts à payer, qui pouvaient représenter 2 mois de leur revenu. C'est quand même pas rien. Quand le revenu français est le seul revenu, je pense notamment aux retraités qui sont à l'étranger, nous en avons 1,5 million à l'étranger, qui touchent une pension de retraite française et qui touchent une retraite qui sont à l'étranger, non pas, alors certains ça peut être pour raison économique, je l'ai lu quelque part, mais pas seulement. Certains peuvent simplement, je pense au Japon, où j'ai des retraités qui sont japonais, qui ont passé un temps fou en France, donner de leur temps pour travailler en France et qui décident de retrouver leur pays natal pour le temps de leur retraite. Donc c'est pas du tout pour raison économique et ils touchent une pension de retraite française. Donc, notamment ces personnes-là, donc il y avait vraiment un fort déséquilibre, mais très important, entre le montant que payaient les faibles revenus et les plus hauts revenus, avec le système du plafonnement à 20%, qui faisait qu'on avait des très hauts revenus, hauts et très hauts revenus, qui payaient finalement assez peu d'impôts en France, alors que les faibles revenus en payaient énormément. Donc, la réforme vise à rééquilibrer
vise à rééquilibrer cela de façon à ce que les plus petits revenus soient prélevés, est un impôt qui soit à hauteur et proportionnel à leurs revenus dans l'ensemble, je vais y revenir, et que les hauts revenus, effectivement, avaient une augmentation de leur imposition. C'est l'objectif de la réforme. Maintenant, les éléments que j'ai reçus qui montrent que certains pourraient avoir un saut considérable, les chiffres qui m'ont été donnés sont importants. Donc tout ça, je l'ai transmis, je suis en discussion actuellement avec le Centre des impôts des non-résidents. Nous sommes en train d'étudier les données qui nous ont été envoyées, voir comment en réalité ça s'applique, s'il y a une différence d'appréciation entre les données qui nous ont été données et ce que calcule la DINR, et s'il y a effectivement des sauts très importants, voir s'il y a des aménagements possibles, soit pour qu'il y ait une plus grande progressivité dans l'entrée vers cette réforme de la fiscalité, ou est-ce qu'il y a des systèmes de plafonnement à mettre en place. C'est à voir, mais je voudrais juste signaler une chose qui, moi, va me conduire dans ma réflexion. Je ne souhaite pas, vous savez que la réforme, elle vise à faire une convergence de la fiscalité des non-résidents vers celle des résidents. Et il y a d'ailleurs un sujet sur lequel je continue à me battre, qui est l'accès aux déductions pour charges, aux réductions d'impôts pour charges. Pour le moment, je n'ai obtenu qu'une chose qui n'est pas des moindres, qui est la prise en compte des pensions alimentaires dans les revenus reçus en France. C'est un petit pas. Pour moi, il est insuffisant, car qui dit convergence dit que certaines des charges que nous avons en France, je parle bien des charges en France, doivent être également prises en compte pour les non-résidents, sinon il n'y a pas de convergence. Si on ne peut pas prendre en compte ces charges, alors il n'y a pas de convergence. C'est une convergence hypocrite. Donc c'est important d'en prendre en compte. Donc, ensuite, j'ai très présent à l'esprit un cas très précis. Vous parlez des transfrontaliers. Si vous avez deux personnes qui, à 20 km de distance, en termes de lieu de résidence, l'une a un barème de résident fiscal français avec tout ce que cela comporte, et l'autre, simplement parce qu'il est 20 km plus loin, au prétexte qu'il serait 20 km plus loin dans un pays de l'autre côté de la frontière, se verrait appliquer sur les mêmes types de revenus en France un montant d'impôt à payer très inférieur, il y a une injustice. Je suis désolée, mais pour moi, il y a une injustice. Ce n'est pas acceptable. Donc, je défends le droit à la justice fiscale. Mais si cette justice fiscale doit se traduire par effectivement une perturbation très importante du revenu, et ça je l'entends, d'une année sur l'autre, c'est à prendre en compte. Et effectivement, il faut voir comment on peut ajuster tout ça, je vous l'ai dit, soit par un système de plafonnement, c'est possible, soit par un système d'entrée très progressive dans le nouveau système. À voir. Mais en tout cas, c'est extrêmement important à prendre en compte et voir aussi, je vois dans les schémas qui nous ont été envoyés, effectivement, il y a des distinctions selon que la personne est célibataire ou avec des enfants. Tout ça est très important à prendre en compte. Donc, sachez que je suis actuellement en discussion avec la DINR. Simplement, le Centre des impôts des non-résidents est actuellement en phase de calcul des impôts, puisque toutes les déclarations de revenus ont été faites là au mois de mai. En ce moment, ils sont en train de calculer le montant des impôts à payer. Et il faut savoir qu'à la DINR, une très grande partie de ces calculs se fait à la main. Donc c'est traditionnellement une période de l'année où ils sont surchargés. Donc je reste en contact avec eux. J'ai bien reçu tous vos documents qui ont été transmis et je travaille avec la DINR dès que je les ai reçus de votre part la semaine dernière. Et j'ai déjà eu quelques éléments de réponse, mais tout à fait incomplets. Et donc, ils vont revenir vers moi, mais c'est un dossier que je suivrai et je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Je pense que vous avez, pour ceux d'entre vous qui sont en Belgique, je crois que vous avez rencontré mon collègue Pierre-Alexandre Anglade. Nous travaillons avec Pierre-Alexandre de façon très étroite. Et l'un et l'autre, nous reviendrons vers vous dès que nous aurons un peu plus de détails et d'explications pour comment avancer. Excusez-moi, j'ai des quintes de tout. Alors, les autres questions que j'avais. Alors, la question des prélèvements sociaux que M. Weisgerber encore me pose, vous savez qu'on continue à suivre. J'aurai un rendez-vous avec les ministères sous peu, au mois de juillet, pour avancer sur ce sujet. Je ne lâcherai pas le morceau, vous le savez, je l'ai dit, mais quand certains disent que Bercy est une citadelle, je vous le confirme, c'est une citadelle avec beaucoup de murs autour.
est très épais. Mais il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se laisser faire. Il y a le Conseil d'État a confirmé cette semaine, pardonnez-moi, c'est pas une saison pour tousser, mais c'est comme ça. C'est ça de voyager, d'aller dans la clim et pas dans la clim, et c'est les inconvénients, c'est pas très grave. Donc, s'agissant de ces prélèvements sociaux, cette semaine, le Conseil d'État a confirmé la décision, et vous voyez, comme la décision qui était de supprimer ces prélèvements sociaux pour les résidents en Europe et en espace économique européen, y compris la Suisse. Je vais essayer de finir ce live correctement quand même pour vous. Je suis vraiment désolée. Donc, le Conseil d'État a confirmé la décision de supprimer ces prélèvements sociaux, mais je sais que le ministère des Finances a décidé d'aller en cassation pour ça, si je ne me suis pas trompée. Donc, vous voyez que le ministère des Finances, lui, de son côté, ne lâche rien non plus, donc il faut nous démontrer la même opiniâtreté. Et dans le rendu, dans l'arrêté, il était dit que, on a précisé que c'était bien pour ceux qui sont affiliés à un système obligatoire. Donc je veux m'appuyer là-dessus pour dire, on a à l'étranger des personnes qui sont aussi affiliées à un système obligatoire. Je pense notamment à l'Australie, par exemple. Donc voilà, il y a des arguments, il faut aller plus loin, mais c'est un travail, je pourrais quasiment, je ne vous cacherai pas, travailler à temps plein là-dessus. C'est vraiment... Non, Jean-Louis, merci de me faire rire, il faut savoir rire de tout. Je ne suis pas à la CFE. Pardon. Je ne suis pas à la CFE. Mais je travaille de façon étroite avec eux, et tous vos retours, vous savez que je les transmets, et je les travaille avec eux. Il y a encore plein de choses, il y a beaucoup de choses, beaucoup de toilettage, et c'est pas seulement du toilettage à voir avec eux. Mais ça avance, il faut quand même reconnaître que ça avance, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, ensuite j'avais une autre question, attendez. Du coup, j'en arrive à plus pouvoir lire tellement j'ai de larmes dans les yeux. Alors, quelqu'un qui me parle. Alors, quelqu'un qui est en Australie, qui a 20 ans, qui étudie en Australie depuis 3 ans, qui a une petite amie australienne qui aimerait qu'elle puisse venir en France pour y faire son master. Les démarches à faire ne sont pas claires du tout. Alors, ça c'est étonnant que ce ne soit pas clair du tout. Léon, est-ce que vous pouvez m'envoyer un email? Parce que normalement, si elle fait, ça doit d'abord passer par l'université. Normalement, elle doit d'abord, parce qu'en plus, entre la France et l'Australie, c'est assez facile. Hein. On s'entend très bien, on a beaucoup de Français qui vont en Australie, beaucoup d'Australiens qui viennent en France. Donc, on a beaucoup d'étudiants australiens en France. Et d'ailleurs, le 14 juillet au soir, je suis invitée par l'ambassadeur d'Australie à regarder le feu d'artifice français. C'est vous dire si les relations entre la France et l'Australie sont excellentes. Un ambassadeur d'ailleurs qui est parfaitement francophone. Donc, il faut normalement passer par l'université, s'inscrire, et une fois qu'il y a l'inscription, on peut faire une demande de visa pour venir séjourner en France, un visa étudiant. Un visa pour lequel on a demandé d'ailleurs, nous, que les visas étudiants soient beaucoup plus automatiques et qu'on ne soit pas obligé de passer par une procédure longue. Je ne sais pas où ça en est, ça, mais... Bah, dites donc... J'ai été obligée, je crois, de raccourcir quand même de quelques minutes le live. Alors... Ensuite, donc surtout Léon, vous m'envoyez un email. Alors ensuite, quelqu'un qui dit nous ne sommes pas des hauts revenus, mais écoutez, j'ai tous vos documents, j'ai tout, et si vous en revenez à mon rapport sur la mobilité, dans la section fiscalité, vous verrez, il y a un tableau qui compare les impositions et qui montre bien selon le niveau de revenu. Donc, j'avais mis des revenus, des petits revenus, des moyens revenus et un haut revenu de mémoire avec différentes situations familiales. Donc, je vous renvoie à ce document dans un premier temps, mais qui ne fait pas foi, puisque seul
ce que dira le Centre des impôts des non-résidents fera foi. Mais encore une fois, je vous entends, et je vous ai bien dit que s'il y avait effectivement dans l'analyse plus précise, plus détaillée, une véritable injustice, comme vous le soulignez, j'y travaillerai, nous y travaillerons avec mon collègue Pierre-Alexandre. Hein, donc, vous pouvez compter sur nous. Mais voilà, ensuite, il faut regarder tout ça de plus près. Vous reconnaissez que c'est assez complexe et que les calculs sont particulièrement complexes, hélas. Et qu'on n'a même pas de logiciel pour ça. Voilà, donc je vais également vous dire que dans les... je vous ai déjà parlé de la mission flash que je faisais à la Commission des Affaires étrangères. Je vais publier dans quelques jours un document qui récapitule tout ce qui a été fait pour les Français à l'étranger depuis 2 ans. Et j'avoue que c'est avec une certaine... fierté, c'est un peu exagéré, mais certaine satisfaction. Voilà, satisfaction de voir que quand même beaucoup de choses ont bougé et que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas autant intéressé aux Français à l'étranger. Autre point aussi, donc on rentre dans une année électorale, puisqu'en mai 2020, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a les élections de vos élus de terrain, que sont les élus consulaires. C'est un sujet qui nous tient à cœur, et nous, parlementaires des Français à l'étranger, nous défendons l'idée de conserver ces conseillers consulaires, de leur donner même une mission plus accomplie, mieux définie, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours très bien défini. J'ai découvert aussi des procédures qui sont d'une complexité ahurissante. Franchement, on est capable en France de faire des trucs compliqués, mais alors c'est quand même consternant. Donc il y a beaucoup de choses à simplifier. Je sais que ce que nos consulats offrent comme service est un sujet qui vous touche considérablement. Il y a un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler. Vous avez peut-être vu passer une lettre des sénateurs qui mélangeait d'ailleurs un peu tout, s'agissant pour les retraités, encore une fois, des certificats d'existence. Il y a certains consulats, il y a une directive de la DFAE qui demande que désormais les consulats ne signent plus les certificats d'existence et que ce soit uniquement les autorités locales. Ma collègue sénatrice Jackie Dromedy a posé une question en question orale au Sénat à Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État auprès de Jean-Yves Le Drian, lui disant, mais attendez, dans laquelle il leur dit, mais attendez, il y a des autorités locales qui d'abord lisent pas les certificats en français, donc refusent de les signer, je pense au Japon notamment, et ensuite, il y a des risques, et elle a tout à fait raison, de fraude, puisqu'il y a des autorités locales dans certains pays qui sont peu scrupuleuses et qui accepteront de le signer, même si elles ne voient pas la personne. Donc c'est une très mauvaise réponse. Je pense que d'un côté, la DFAE voulait, en faisant cela, souligner qu'elle manque de moyens pour répondre à toutes les demandes. Et moi, j'y travaille à travers le budget. Et que, d'autre part, elle voulait simplifier la vie des Français à l'étranger en disant, plutôt que de venir faire... pour certains des centaines de kilomètres pour aller jusqu'au consulat, vous irez voir une autorité locale. Donc il y a plein de bons sentiments là-dedans, mais tout ça est désordonné, pas bien réfléchi, et du coup aboutit à un truc qui tient pas la route. Donc on est en train, les sénateurs ont fait un courrier au ministre à ce sujet, et nous-mêmes parlementaires agissons directement auprès de la DFAE pour trouver une solution acceptable par tous, et par eux, et par les personnes qui reçoivent ces services. Voilà. Donc un ensemble de situations pour lesquelles nous sommes très vigilants, au service aux Français à l'étranger. Sachant que la dématérialisation qui est souvent mise en avant, c'est juste un outil, c'est un outil de plus pour faciliter, mais pour pouvoir, moi c'est comme ça que je le vois, gagner du temps humain, du temps de relations humaines. C'est pas pour supprimer des relations humaines. Voilà, donc quand on se débarrasse de choses qui peuvent être faites automatiquement, c'est autant de temps qu'on peut passer à se parler directement. Donc c'est quand même assez appréciable. Voilà, compte tenu de... d'ailleurs, l'heure est arrivée, je vous ai fait donc ce bilan des 2 ans, je vous ai fait 2 petites vidéos, une sur les 2 ans globalement, parce que moi ce qui m'a beaucoup frappé au cours de ces 2 ans, c'est tout le travail qui a été fait autour de l'emploi en France, donner du travail à chacun, un travail de qualité, vous verrez j'ai une vidéo là-dessus, et puis une autre vidéo plus spécifique aux Français à l'étranger qui va être publiée ces jours-ci sur ce qui a été fait pour les Français à l'étranger. J'utilise plus les vidéos, vous verrez, j'ai fait également une vidéo sur le voyage en Iran, et j'ai pris plusieurs fois la parole. J'interviens beaucoup plus souvent sur des sujets de politique étrangère, qui sont des sujets extrêmement importants et pour lesquels la France pèse énormément. Je voudrais souligner le fait que le président de la République a quand même réussi un tour de force au niveau européen et que je compte beaucoup sur sa capacité à mobiliser les gens sur des sujets internationaux. En ce moment, ce qui pose problème, c'est la situation des relations entre les États-Unis et la Chine d'un côté et les États-Unis et l'Iran de l'autre. Enfin, il y a plein d'autres point difficile dans la 11e circonscription. La 11e circonscription, c'est la Chine d'un côté, c'est la Russie, c'est l'Ukraine, c'est l'Iran.
Voilà, donc vous tous qui pouvez être dans ces pays-là, voilà, je suis très vigilante à ça et je travaille avec toujours le même moteur. Comme parlementaire, je parle à mes homologues parlementaires. Ce dialogue est essentiel et on doit parler avec tout le monde, peu importe le régime politique qui est en place, peu importe les décisions que les dirigeants peuvent prendre. Il faut savoir que bien souvent, il y a des décisions qui sont prises contre l'avis des opinions publiques. Et c'est pour ça que moi, je considère notre rôle de parlementaire comme essentiel de parler avec les représentants de l'opinion publique que sont le Parlement. C'est très important. Et après, aux dirigeants de voir ce vers quoi ils vont. Mais ce n'est pas à moi de juger d'un régime politique. Moi, je suis là pour nouer des relations avec d'autres parlementaires et construire les bases d'une relation de gens qui se connaissent et savent se parler. Voilà. Donc c'est ce à quoi je travaille dans les différents pays dans lesquels je passe. Je reste toujours à votre disposition. Envoyez-moi des emails sur les différents sujets que nous avons évoqués. Je reviendrai vers vous, plutôt par email, à moins qu'il y ait un sujet plus global qui nécessite peut-être une vidéo de compte-rendu ou un texte de compte-rendu. Je n'hésiterai pas à le faire. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous ceux qui auront regardé ce live jusqu'au bout, pour ceux qui vont le revoir dans quelques temps, qui n'avaient pas pu se joindre à nous ce matin. Je vous donne rendez-vous maintenant en septembre. Ce ne sera pas le premier samedi de septembre, puisque l'Assemblée n'aura pas repris ses travaux. Nous ne savons pas encore quand l'Assemblée reprendra ses travaux. Ça sera le 3e ou 4e samedi de septembre, nous ne savons pas encore. Donc je vous donnerai rendez-vous peu après la reprise des travaux pour que j'ai du contenu à vous donner, des informations sur la reprise de l'activité législative. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet, un très bon mois d'août. Pour ceux qui prennent des vacances, de très bonnes vacances. Et pour tous les autres, une très belle journée. À bientôt, au revoir.